L'odeur de chair en décomposition était si insoutenable que même les courtisans les plus endurcis vomirent dans la salle du trône. Des chiens, attirés par la puanteur, léchaient les fluides qui s'écoulaient du cercueil d'Henri VIII. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les preuves médicales terrifiantes qui expliquent comment l'Angleterre est passée d'un prince éclatant à un roi monstrueux, prisonnier de son propre corps en putréfaction. Des preuves que les historiens Tudors ont tenté d'enterrer pendant près de 5 siècles. Car elles proviennent de registres médicaux oubliés, de notes secrètes de médecins de cour, et même d'analyses modernes réalisées sur ces restes. Mais pour comprendre comment le monarque le plus puissant d'Angleterre a fini dans une telle abomination, il faut remonter au moment où tout a basculé. Car l'homme qui fit exécuter 2 de ses épouses, qui brisa l'Église catholique pour créer sa propre religion, ne mourut pas en roi majestueux. Il mourut dans la douleur, la folie et la puanteur. Sa propre cour dut cacher l'ampleur du désastre, craignant que la vérité ne détruise à jamais l'image de la dynastie Tudor. Et cette vérité commence par un accident de joute, un après-midi d'hiver, qui allait lentement le ronger de l'intérieur. Si ce que je vais vous révéler est nouveau pour vous, cliquez sur « J'aime ». Cela permet à d'autres de découvrir cette histoire cachée. Parce qu'aujourd'hui, je vais partager 3 révélations qui changeront complètement la manière dont vous voyez Henri VIII et toute la dynastie Tudor. 24 janvier 1536, palais de Greenwich. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, a 44 ans, encore vigoureux, encore impressionnant. Sur son destrier, il s'élance sur le champ de joute. La foule se tait. Les courtisans retiennent leur souffle. Le roi abaisse sa lance, prêt à percuter son adversaire. Le soleil d'hiver se reflète sur son armure somptueuse, spécialement forgée pour lui. Chaque plaque d'acier vaut plus que le revenu d'un paysan durant toute une vie. Le sol vibre sous le tonnerre des sabots. 2 cavaliers bardés de fer foncent l'un vers l'autre à une vitesse terrifiante. Puis vient l'accident. Les chevaux se percutent avec la force d'un accident de voiture moderne. Le corps d'Henri, plus de 130 kilos de chair et de métal, est projeté au sol glacé. Son propre destrier, lui aussi recouvert d'une armure, s'écrase sur lui. La foule pousse un cri d'horreur. Les courtisans restent figés, incapables de bouger. Est-ce que le roi vient de mourir? L'Angleterre est-elle sans souverain? Pendant 2 heures, Henri reste inconscient, 2 heures durant lesquelles le pays n'a plus de roi. 2 heures où Anne Boleyn, enceinte et terrifiée, prie pour que l'enfant qu'elle porte devienne enfin l'héritier mâle tant attendu. 2 heures qui changèrent le destin de l'Angleterre. Quand Henri reprend connaissance, tout le monde comprend qu'il n'est plus le même. Ses yeux, autrefois pétillants d'intelligence et de charme, brillent désormais d'une lueur sombre, imprévisible. Ses premiers mots ne furent ni de la gratitude ni du soulagement. Non, une explosion de colère. Il exige de savoir pourquoi le tournoi a été interrompu. Le prince raffiné, qui parlait 4 langues, composait de la musique, dansait jusqu'à l'aube et débattait avec les plus grands penseurs d'Europe, ce prince ne reviendra jamais du champ de joute ce jour-là. À sa place se leva un tyran paranoïaque, violent, qui allait terroriser son royaume pendant plus d'une décennie. Les neuroscientifiques modernes sont unanimes. Henri souffrit ce jour-là d'un traumatisme crânien grave au lobe frontal, la partie du cerveau qui contrôle la personnalité et les impulsions. Et les preuves sont accablantes. Avant 1536, Henri avait exécuté relativement peu de nobles comparé à ses prédécesseurs. Il était resté marié plus de 20 ans à Catherine d'Aragon avant de chercher l'annulation. Mais après cet accident, tout changea. 4 mois plus tard, Anne Boleyn montait sur l'échafaud. Peu après, Thomas Cromwell, son conseiller le plus fidèle, subissait le même sort. Les témoins racontent des crises terrifiantes, un roi sanglotant comme un enfant 1 minute, hurlant pour du sang la suivante. Mais ce traumatisme cérébral ne fut que la première étape d'une lente descente vers l'horreur. Car le choc de l'accident rouvrit aussi une vieille plaie sur sa jambe, une blessure ancienne, mal cicatrisée, et cette fois-ci, elle ne se referma jamais. Imaginez, des plaies béantes, grosses comme des balles de tennis, ouvertes sur ses 2 jambes. Pas pendant quelques jours, pas pendant quelques mois, mais pendant 11 ans. Des plaies toujours sointantes, jamais refermées.
Des douleurs si atroces que le simple contact des draps suffisait à le faire hurler. Les notes secrètes de son médecin, Thomas Vickery, parlent d'ulcères si abominables qu'ils puent et causent des souffrances au-delà de toute mesure. Chaque jour, on devait drainer des bols entiers de pus infectés, parfois 2 fois par jour. Henri tenta de cacher l'étendue de son mal. Il inventa des bandages lourds censés forcer la plaie à se refermer. Ils ne firent qu'aggraver l'infection. Il se couvrit de parfums coûteux venus d'Orient pour masquer l'odeur pestilentielle. Il ordonna à ses peintres de le représenter debout, jambes solides, dans cette fameuse posture de puissance qui orne encore ses portraits. Mais la vérité ne pouvait être cachée longtemps, car l'infection ne rongeait pas seulement ses jambes, elle empoisonnait son sang tout entier. Chaque jour, les toxines circulaient dans son organisme, attaquant son cerveau, son foie, son cœur. Les analyses modernes suggèrent qu'il souffrait d'ostéomyélite chronique, une infection osseuse qui libère en permanence bactéries et toxines, et cela transforma sa vie en cauchemar. Douleurs incessantes, fièvre qui allait et venait, accès de rage imprévisible, hallucinations terrifiantes. Imaginez la pire rage de dents que vous ayez jamais eue, mais dans vos jambes. Jour et nuit, pendant 11 ans. À partir de 1540, la situation d'Henri devint catastrophique. Ses ulcères, déjà répugnants, changèrent d'aspect. Le pus jaunâtre devint verdâtre, puis brun. L'odeur se transforma en ce que les témoins appelaient le parfum de la mort. L'infection, jusque-là contenue, rongeait désormais tout son corps. Ne pouvant plus se déplacer sans souffrir atrocement, le roi trouva un seul réconfort, manger. Pour oublier la douleur, il se gava de viande, de sucreries et de vin. Et son poids explosa. Déjà massif, il devint monstrueux. De 125 kilos, il passa à plus de 160, puis 170. Son armure de 1540, conservée aujourd'hui à la Tour de Londres, montre une taille de 122 cm. 5 ans plus tard, une nouvelle armure dut être forgée, 137 cm de tour de taille. Imaginez, 1,37 m de tour de taille, plus large que la plupart des réfrigérateurs modernes. Le palais dut être transformé pour s'adapter à sa masse. Les charpentiers élargirent les portes de Hampton Court. Les sols furent renforcés de poutres supplémentaires, car le plancher s'affaissait sous son poids. On construisit des fauteuils spéciaux, aux accoudoirs amovibles, car le roi ne passait plus entre eux. Derrière les portes fermées, le quotidien d'Henri était devenu un spectacle grotesque. Il ne pouvait plus s'habiller seul. Il fallait 4 serviteurs pour l'habiller dans son lit, soulevant ses jambes gonflées et purulentes. On installa un système de poulies et de sangles pour le tirer debout, puis on le plaçait dans une chaise roulante, soigneusement cachée du public, car Henri refusait d'être vu diminuer. Il exigeait que ses portraits le représentent toujours fort, debout, campé dans sa posture de domination. Mais la vérité, que sentaient chaque jour ses serviteurs, était tout autre. Le roi de fer n'était plus qu'un corps malade et une odeur pestilentielle. Et pendant que son corps se décomposait, son esprit sombrait. À partir de 1544, les courtisans commencèrent à remarquer un comportement qui dépassait la simple mauvaise humeur. Henri parlait seul. Il semblait tenir des conversations avec des personnes invisibles. On le vit s'adresser à son père mort depuis des décennies, défendant la manière dont il avait vidé le trésor royal. On l'entendit appeler sa mère, Elizabeth d'York, disparue quand il n'avait que 11 ans. Plus glaçant encore, il conversait avec les fantômes de ses victimes. En pleine réunion du conseil, il s'arrêtait net, fixant un point vide. Son visage devenait livide. Il murmurait « Pas maintenant, laisse-moi ». Puis, se tournant vers ses ministres, il explosait de rage. Un ambassadeur français laissa un récit terrifiant. Un soir, au cours d'un banquet, Henri se leva avec difficulté, il fallut plusieurs hommes pour l'aider. Son visage déformé par la douleur, il pointa une chaise vide et se mit à hurler. « Comment oses-tu rire de moi, sorcière? Je t'ai déjà pris la tête, je la prendrai encore. » Toute la cour resta figée, glacée de terreur. Henri croyait voir Anne Boleyn, morte depuis 8 ans, assise à sa table. Puis, comme si de rien n'était, il se rassit et continua à manger.
Sa paranoïa atteignit des sommets délirants. Il se persuada que ses serviteurs voulaient l'empoisonner par ses pansements. Il exigea que les bandages, imbibés de pus et de sang, lui soient apportés pour inspection. Il les humait, les examinait, puis ordonnait qu'on les brûle devant lui. Il imposa des goutteurs non seulement pour ses repas, mais aussi pour ses médicaments. Des serviteurs furent contraints d'appliquer ces onguents sur leur propre peau avant qu'ils ne consentent à les utiliser. Son obsession pour la mort devint macabre. Dans son dernier grand portrait, celui du palais de Whitehall, il est représenté tenant une canne simple. Mais quand le tableau fut restauré dans les années 1960, les rayons X révélèrent une vérité effrayante. La canne avait été repeinte. En réalité, Henri tenait un bâton surmonté d'un crâne humain. Oui, un crâne. Un objet qu'il aurait emporté partout, le tapotant au sol en conversant avec ses courtisans. Une sinistre manie qui glaçait même ses plus fidèles serviteurs. Certains affirmaient que ce crâne venait d'un moine d'un monastère qui l'avait fait dissoudre. D'autres chuchotaient qu'il s'agissait de la tête d'un de ses ennemis exécutés. À Noël 1546, Henri n'était plus qu'une caricature d'homme. Son visage avait doublé de volume, gonflé par la rétention d'eau. Ses yeux, jadis bleu clair, étaient désormais jaunâtres et injectés de sang, enfoncés dans des poches de chair malade. L'odeur était impossible à dissimuler. Malgré des litres de parfum, malgré les encens brûlés en permanence, malgré les herbes fraîches jetées au sol, la puanteur de la chair pourrie emplissait chaque pièce où il se trouvait. Les courtisans venaient à lui en tenant des pomander, ces boules parfumées qu'on portait au nez. Certaines dames de la cour s'évanouissaient. D'autres sortaient en courant pour vomir à l'air libre après avoir approché le trône. Henri, le prince doré qui avait été célébré comme l'homme le plus séduisant de la chrétienté, n'était plus qu'un corps monstrueux, suintant, boursouflé, pestilentiel. Janvier 1547. Henri VIII entre dans sa dernière agonie. Ses ulcères aux jambes se sont ouverts jusqu'à l'os. La gangrène a noirci la chair. Les médecins constatent des signes évidents d'insuffisance hépatique. Sa peau vire au jaune maladif, les yeux aussi. Ses reins lâchent. Son ventre se remplit de liquide, gonflant son corps déjà énorme. Ses jambes enflent tant que la peau éclate en plusieurs endroits, laissant s'écouler un mélange immonde de sang et de pus. Les serviteurs changent ses pansements des dizaines de fois par jour, mais la puanteur est insoutenable. Les fenêtres restent grandes ouvertes malgré le froid glacial de janvier, car l'air devient irrespirable dès qu'on les ferme. La langue du roi enfle à tel point qu'il ne peut presque plus parler. Ses mots deviennent des gargouillis incompréhensibles. Sa respiration, rauque et sifflante, dégage une odeur de viande pourrie. L'infection a gagné son appareil digestif. À ce stade, Henri sait qu'il va mourir. Dans ses rares moments de lucidité, il supplie ses médecins de le sauver, promettant des richesses inimaginables. Quand ils échouent, il les insulte, les menace de torture et d'exécution. Mais le plus terrifiant, ce sont ses crises de délire. Il crie la nuit, suppliant sa mère de venir le protéger des démons qu'il dit voir grimper depuis sous son lit. Il s'adresse à son frère Arthur, mort depuis 1502, lui demandant pardon pour lui avoir volé son trône et sa femme. Plus pathétique encore, il appelle Catherine d'Aragon, sa première épouse, lui demandant son pardon alors qu'il l'avait laissée mourir seule, abandonnée, plus de 10 ans auparavant. La cour, cependant, maintient une façade. Les proclamations officielles parlent d'un roi souffrant d'un « léger malaise ». Aux ambassadeurs étrangers, on affirme qu'Henri se repose et qu'il les recevra bientôt. Mais dans l'ombre, le conseil privé prépare déjà la succession, convaincu qu'il ne vivra plus que quelques jours. Le 27 janvier, Henri est frappé par un accident vasculaire cérébral massif. Son visage se tord, la moitié de ses muscles paralysés. Il bave sur son oreiller, incapable d'articuler un mot. Ses serviteurs doivent le nourrir à la cuillère. Lui, qui avait un jour imposé une nouvelle religion à tout un peuple par la seule force de sa voix, n'arrive même plus à demander un verre d'eau. Et pourtant, même dans cet état, il essaye encore de signer des ordres d'exécution. Sa main tremblante trace des gribouillis illisibles.
L'un de ces derniers décrets visait le duc de Norfolk, son fidèle serviteur. Le document fut préparé pour exécution, mais la mort d'Henri sauva le duc de l'échafaud. Dans la nuit du 27 au 28 janvier, l'archevêque Cranmer est convoqué au chevet du roi pour lui donner les derniers sacrements. Il trouve Henri dans un état pitoyable, convulsions violentes, son corps massif secoué au point de fendre le cadre du lit. Entre deux crises, le roi vomit un liquide noirâtre, signe d'une hémorragie interne. L'odeur est insupportable. Cranmer avouera plus tard avoir dû quitter la chambre 2 fois pour aller vomir lui-même. Vers 2 heures du matin, la respiration d'Henri devient un gargouillis humide, le râle de la mort. Cranmer lui prend la main et lui demande de serrer s'il meurt en chrétien, s'il place sa foi dans le Christ. Henri serre une fois faiblement, puis sa main retombe. À 2h07, le 28 janvier 1547, Henri VIII d'Angleterre est mort. Mais l'horreur ne s'arrêta pas avec son dernier souffle. L'infection qui avait ravagé son corps continua son œuvre après sa mort, et la décomposition fut fulgurante. Dès les premières heures, son corps gonfla. Les gaz de putréfaction firent craquer sa peau, distendant son cadavre déjà énorme. L'odeur devint indescriptible. Les serviteurs affectés à sa garde s'évanouissaient. Le conseil décida alors de cacher sa mort pendant 3 jours, le temps de trouver une solution. Les embaumeurs furent appelés d'urgence. Mais quand ils ouvrirent le corps pour retirer les organes, ils découvrirent un spectacle apocalyptique, un foie énorme et spongieux qui se désagrégeait au toucher, un cœur gonflé, des intestins noircis par la gangrène. L'un des assistants s'évanouit quand l'estomac fut percé, libérant une puanteur telle que la pièce dut être évacuée. Ils firent tout pour contenir le désastre. Remplir la cavité abdominale de plus de 50 kilos de sel et d'herbes aromatiques, enveloppèrent le corps dans des tissus enduits de pois, puis enfermèrent le tout dans un cercueil de plomb massif. Mais même cela ne suffit pas. Lors de la veillée funèbre à Whitehall, des bruits inquiétants se firent entendre. Claquements, gargouillis. Le cercueil gonflait sous la pression des gaz. On recouvrit rapidement l'ensemble de tissu noir pour cacher la déformation. Le 14 février, le cortège funéraire se mit en route vers Windsor. Le cercueil, pesant près d'une demi-tonne, fut placé sur une lourde charrette tirée par 8 chevaux. La route fut longue, rallongée par la boue et les intempéries. La deuxième nuit, la procession fit halte dans une abbaye. Ironie du sort, une abbaye que le roi lui-même avait fait dissoudre. C'est là que se produisit l'inimaginable. Sous la pression, le cercueil éclata. Un bruit de tonnerre, racontent les témoins. Des fluides nauséabonds se répandirent sur le sol de la chapelle. L'odeur était telle que les gardes s'enfuirent. Et le matin, on découvrit une scène abominable. Des chiens errants étaient entrés dans la chapelle et léchaient les restes du roi d'Angleterre. L'homme qui s'était proclamé l'élu de Dieu, qui avait défié le pape et détruit des monastères, avait fini en nourriture pour bêtes. On remit tant bien que mal le cercueil en état. Mais à Windsor, l'enterrement se fit à la hâte, sans la pompe prévue. Puis le silence tomba. Tous les témoins furent réduits au mutisme sous menace de mort. Les archives officielles parlèrent d'un roi mort paisiblement, enterré avec dignité. La vérité, elle, resta enfouie pendant des siècles. Voilà donc comment mourut Henri VIII. Non pas en roi glorieux, mais en tyran pourri de l'intérieur, hurlant d'effroi, son corps gonflé éclatant dans son cercueil, abandonné par ses courtisans et profané par des chiens. Le prince éclatant de la Renaissance, jadis décrit comme le plus bel homme de la chrétienté, finit comme une masse d'infection et de puanteur. Et si cette vérité cachée vous a bouleversé, attendez de découvrir la véritable raison de l'exécution d'Anne Boleyn. Car ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école. Cliquez ici pour découvrir le complot d'espionnage français qui réécrit toute l'histoire des Tudors.